Il n'est pas raisonnable de demander à la jeunesse de faire une croix sur son passé, sur son histoire. Cette option a porté un préjudice inestimable à l'Afrique. De grâce, ne nous le demandez pas encore une fois. Les jeunes ont envie d'être connectés à leur histoire, à l'histoire de leur peuple, pour mieux se construire dans ce monde particulièrement violent et face à des civilisations dont la guerre est la principale forme d'expression. C'est de l'expérience du passé que l'on construit l'avenir. La plupart des historiens avaient considéré que les civilisations du monde se trouvaient en Égypte, au Moyen-Orient, en Mésopotamie, en Grèce ou à Rome. Et que dès qu'on parlait de l'Afrique noire, on considérait que c'était un pays de barbares. Mais on a découvert des villes plus anciennes. On a découvert la manière de construire, la manière de vivre des hommes, de s'organiser avec leurs institutions. C'était une puissance à part entière, avec son propre modèle de société, qui a égalé la civilisation des pharaons d'Égypte. Le Grand Zimbabwe est la plus grande cité en pierre de l'ère précoloniale de l'Afrique australe, et le palais aux 100 pièces décorées d'or, d'argent et de pierres précieuses. Nous observons à Aksum des traditions intactes qui racontent l'histoire du royaume d'Éthiopie jusqu'au début du christianisme. En témoignent les sculptures et les bronzes de l'ancien royaume du Bénin. Quand les Britanniques ont découvert ces objets en 1897, ils ont refusé de croire qu'ils avaient été fabriqués par des Africains. Les auteurs des fouilles effectuées ici il y a une centaine d'années pensaient que Kerma était la résidence d'un souverain égyptien. Une supposition erronée, qui puise aux nombreux préjugés de l'époque où elle a été émise, lorsqu'on estimait inimaginable l'existence d'une haute civilisation noire. Le monde est un patchwork de cultures, de traditions et de peuples différents qui, d'après les scientifiques, ont tous à la base une seule et même origine, l'Afrique. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique. Des populations du sud et de l'est africain semblent avoir fusionné pour former notre espèce. Le portrait maintenant de l'ancêtre des Britanniques. Un squelette datant d'il y a 10 000 ans. Une nouvelle analyse scientifique vient de bouleverser certaines idées reçues, occasionnant aussi dans le pays une certaine agitation dans les réseaux sociaux avec bon nombre de commentaires racistes. Mais les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre. C'est le plus vieux squelette complet jamais retrouvé ici. Ce modèle permet de retracer la sortie d'Afrique d'Homo sapiens, en direction tout d'abord de l'Océanie, puis un autre flux serait parti pour l'Europe, l'Asie, avant d'atteindre, sûrement en dernier lieu, l'Amérique. L'homme moderne serait apparu dans cette région du monde il y a quelques 200 000 ans. Et de là, il aurait essaimé sur tout le continent, puis sur toute la planète. C'est une hypothèse que viennent désormais étayer les analyses ADN. Alors, la génétique nous a amené des nouvelles informations sur l'origine de notre espèce. Elle a permis de montrer qu'effectivement, on a une origine récente. Notre espèce est apparue il y a environ 200 000 ans, que c'est une origine africaine et qu'on est sorti d'Afrique il y a environ 100 000 ans. C'est il y a à peine 100 000 ans que quelques Homo sapiens s'aventurèrent pour la première fois hors du berceau africain. La sortie d'Afrique d'Homo sapiens aurait eu lieu entre 100 et 60 000 ans. Ce sont ces allers-retours d'Homo sapiens depuis l'Afrique qui sont à l'origine de tous les humains vivant actuellement en Europe, en Asie, en Océanie et en Amérique. La science est donc claire à ce sujet. L'humanité tout entière est née ici en Afrique. Mais alors, l'hominidé qu'on appelle africain, est-il entré en hibernation, perché sur ses arbres, en attendant sagement que les descendants de ceux qui étaient sortis du continent des milliers d'années plus tôt reviennent enfin le découvrir et le civiliser en le réduisant à l'esclavage? Ça paraît absurde dit comme ça, hein? Mais c'est exactement la perception caricaturale la plus répandue après des siècles d'oppression et de négation de l'histoire du continent premier. Ce fossé, il est temps de commencer à le combler, afin que la jeunesse afrodescendante qui n'a pas droit au chapitre dans la version de l'histoire moderne qu'elle apprend à l'école soit en mesure de se situer dans l'histoire du monde et de connaître enfin ses ancêtres. Akwaba Masoma Mbolo. Mon nom de naissance est Princesse Alepiso Ngompiso Noloambase alias Asset. Et pour info, je vous invite à plonger avec moi au cœur des origines de l'humanité, en Afrique. Le célèbre proverbe africain nous dit qu'aussi longtemps que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur.
L'Afrique est justement ce lion blessé dont l'histoire glorieuse a été savamment effacée de la mémoire collective par ses envahisseurs successifs. Il ne manquait pas de science, absolument pas. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Il était, à cette époque-là, qui correspondait à l'apogée de l'impérialisme, devenu impossible de dire que c'est cette Afrique, mère de la civilisation, que l'on va coloniser. Malgré son antériorité et son immense richesse, l'histoire moderne, forcément écrite par les vainqueurs, n'a retenu que ces derniers siècles d'agonie. C'est ainsi que nombre d'enfants africains et afrodescendants grandissent avec la certitude que leur histoire commence à partir du moment où les envahisseurs ont décidé de réduire l'humanité de l'Africain à néant en instituant l'esclavage, puis la colonisation et enfin la néocolonisation qui perdure encore de nos jours en 2024. Mais puisque la sagesse africaine nous dit également « lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens », l'une des premières étapes vers la libération de l'Afrique et de ses diasporas est certainement la reconquête de son histoire, de sa mémoire effacée. Les peuples africains ont développé pendant des milliers d'années des cultures sophistiquées, des systèmes politiques avancés et des formes d'art et d'architecture incroyables, alors que l'Europe en était encore à vivre dans des huttes et des grottes selon l'archéologie. Pourtant, le narratif imposé jusqu'ici s'était vertué à nous convaincre que l'Afrique précoloniale est une période de chaos et d'obscurantisme. Lorsqu'il n'était pas possible d'ignorer les vestiges des civilisations, l'ingéniosité extraordinaire, on nous enseignait qu'il ne s'agissait que de générations spontanées et éparses, qui non seulement n'avaient aucun lien les unes avec les autres, mais surtout abritaient certainement des constructions d'autres peuples, de préférence à peau blanche, qui seraient donc venus sur le continent africain créer des grandes civilisations avant de disparaître, comme par miracle. Et oui, parce qu'un tel niveau d'évolution, d'organisation sociale et technologique était impossible à imaginer chez des peuples autochtones qu'on s'employait alors absolument à faire passer pour des sauvages, de préférence cannibales, afin de justifier le pillage de leurs richesses. Et tenez-vous bien, cette version n'est même pas la pire. Encore aujourd'hui, en 2024, des supposés scientifiques de renom trouvent le moyen d'attribuer la construction de certains édifices africains à des extraterrestres. Si, vous avez très bien entendu, c'est extrêmement sérieux. Aucune hypothèse n'est absurde tant qu'elle valide la thèse de l'infériorité des peuples premiers, alors même que les progrès de la science permettent aujourd'hui de reconstituer la véritable histoire du monde. Nous sommes une espèce née de nombreux parents disséminés dans toute l'Afrique. J'ai choisi de parler de l'Afrique, de parler de cette préhistoire africaine, aussi un peu pour rappeler que nos origines sont africaines et qu'en telles, nous sommes tous un peu africains et que nous sommes entrés dans l'histoire en tant que tels, en tant qu'Africains. Les premiers hommes ou bien sûr notre espèce Homo sapiens. Parallèlement, il y a une évolution culturelle avec des innovations, avec des changements comportementaux qui sont graduels, importants et qui se passent là aussi en Afrique. I'm standing on the southern tip of Africa and imagining what it was like sometime in the last hundreds of thousands of years. Back then, Africa was home to all the world's Homo sapiens. Notre immense continent, dont la superficie est supérieure à plus de 30 millions de kilomètres carrés, est donc considéré comme le berceau de l'humanité parce que c'est là que sont apparus les premiers humains. Différentes espèces vont ensuite s'y développer au fil du temps, jusqu'à la version moderne, actuelle, qu'on appelle l'Homo sapiens sapiens. Il ne faut pas s'imaginer que, sitôt né en Afrique, notre espèce s'est empressée de la quitter complètement. L'histoire d'Homo sapiens, de ces périodes anciennes à aujourd'hui, a été et reste en grande partie africaine. Dès 160 000 ans, Homo sapiens est toujours en Afrique de l'Est, mais certains groupes s'installent en Afrique du Nord et, peut-être un peu plus tard, en Afrique australe. Dans toutes ces régions, les sites préhistoriques attestent d'innovations techniques et culturelles majeures, ainsi que le montrent la diversification et la spécialisation de l'outillage, l'exploitation des ressources de la mer, ou encore la manufacture d'objets à valeur symbolique. Depuis la vallée de l'Omo en Éthiopie, les premiers humains auraient migré vers l'Afrique du Sud, que nous fait visiter l'éminent savant africain-américain Neil deGrasse Tyson. Welcome to the first laboratory on Earth. We're in Blombos Cave, where the evolution of the mind made a great leap. Our ancestors were conducting chemistry experiments here. And they engraved the ochre with symbols.
something completely new on the planet Earth. Art. Not to be eaten, not to provide shelter, but to symbolize something. Or just to be. La science nous indique donc que les premiers hommes modernes sont restés longtemps sur le continent avant d'en sortir des centaines de milliers d'années plus tard. Les gens qui sont sortis d'Afrique pour arriver en Europe étaient d'abord foncés. Et puis, ils ont perdu le caractère foncé, ils ont perdu leur mélanine pour devenir blancs. Et maintenant qu'on a l'ADN d'un certain nombre de squelettes fossiles d'il y a quelques milliers d'années, on s'aperçoit que ce blanchiment de la couleur de peau, c'est relativement récent. C'est moins de 10 000 ans. C'est donc à partir de son berceau africain que l'homme moderne s'est répandu à travers les continents, où son apparence physique a parfois subi des modifications selon les environnements parfois hostiles qui l'accueillaient. Car notre espèce a conquis de nombreux milieux sur tous les continents, traversant les océans, franchissant les montagnes, faisant preuve d'une ingéniosité sans équivalent chez les autres espèces. Il a pu surmonter d'énormes obstacles et au final, il a su créer des grandes civilisations. Mais pendant ce temps, que se passait-il pour l'Homo sapiens resté sur place pendant des milliers d'années? Non seulement l'homme est né en Afrique, mais la civilisation aussi est née en Afrique. Et qu'est-ce qu'on entend par civilisation? C'est les mathématiques, c'est l'astronomie, c'est la médecine, c'est les sciences juridiques, c'est l'urbanisme, c'est l'agriculture, c'est la spiritualité. L'école devient un problème. Pourquoi l'école devient un problème? Parce qu'à cause du paradigme, la jeunesse africaine devient hermétique à sa propre pensée. Parce qu'elle cherche, dans le paradigme occidental, des équivalents de sa pensée pour comprendre la pensée africaine. Or, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent. Donc, on tourne en rond dans le cerveau, alors que le but du jeu, c'est de faire table rase du paradigme occidental et de montrer vraiment une technostructure pour comprendre les fondements de la pensée africaine. En science, il y a quand même des méthodes. Ceux qui contestent doivent exposer leurs méthodes. Je conteste, voici la méthode. Ils doivent aussi trouver des points précis de contestation. Ce n'est pas la généralité. Parce que ça fait avancer aussi. On ne refuse pas la contradiction. Elle fait avancer le débat, mais pourvu qu'elle soit constructive. Or, jusqu'ici, on fait plutôt de l'idéologie. C'est-à-dire que nous sommes les meilleurs. On vous a colonisé et vous n'avez rien à dire parce que vous êtes encore illettrés, primitifs, sauvages et pas civilisés en voie de développement, des gens qu'on aide encore dans les sous-aides, etc. Vous attendez des partenaires pour vous développer, donc vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun droit humain, même de connaître votre histoire. C'est ça. Il n'y a pas d'argument. Le jour où l'Afrique sera forte, économiquement, intellectuellement, militairement, et assurer sa propre sécurité, ce débat va s'éliminer de lui-même. Généralement, le flou savamment orchestré et entretenu par le narratif colonial laisse à penser que l'histoire de l'Afrique débute peut-être avant la préhistoire, mais elle s'efface complètement entre le Moyen-Âge et la Renaissance européenne. Alors qu'en fait, cette période correspond au contraire au début du déclin du continent, qui commence lentement à amorcer son effondrement suite aux multiples agressions qui arrivent de toutes parts, à cause évidemment de ses immenses richesses. Et c'est cela le paradoxe. L'Afrique est le seul continent qui n'a pas besoin d'aller chercher des ressources ailleurs pour son développement. Ce qui se passe, c'est tout simplement que les richesses que l'Afrique partageait jusque-là à travers le commerce vont se retourner contre elle et finalement causer sa perte, puisqu'elle suscite la convoitise des peuples avec lesquels elle a noué auparavant des relations commerciales. Ils se disent, mais pourquoi continuer à acheter des biens qu'on peut tout simplement voler? Alors, ils choisissent de s'emparer par la force de ces richesses, aussi bien humaines que matérielles. Ces agressions multiples vont générer la majorité des migrations de masse observées en Afrique. C'est ainsi que d'agression en agression, les populations vont multiplier les migrations, déplaçant les royaumes, les empires, les civilisations et donc les traditions au gré de leurs différents mouvements. Donc si nous sortons d'un ancêtre commun, au même moment, et nous sommes contemporains, donc il y a des chances qu'on garde les mêmes racines. Et je prends les faits linguistiques tels qu'ils sont, je compare selon des méthodes universelles. Et on soumet ça à la communauté scientifique. Pour dire viens, dans ma langue, le Bakakao Cameroun, on dit ya. Et dans le Douala aussi, on dit dans ma langue aussi. Oui, dans ma langue aussi, le Mboshi, on dit ya. Et d'ailleurs, dans le Mboshi, le coup, c'est un peu comme dans ma langue, on dit king, et dans le Mboshi... On dit kingi.
c'est la même chose. Ou le pied écho, vous êtes... Oui, en Bakaka, on dit écho. Oui, on dit écho, etc. Mais nous sommes aussi parentés avec les langues du Niger, du fleuve Niger. Par exemple, avec les Akans, les Yoruba, etc. Avec ces données en tête, on comprendra mieux, en étudiant les traditions plus loin, pourquoi on va retrouver de part et d'autre du continent, parfois distinctes de milliers de kilomètres, les mêmes langues, les mêmes familles, les mêmes traditions. Revenir sur l'histoire africaine, c'est ça qu'on appelle la restauration de la conscience historique. Nous savons que ce qui nous arrive s'est produit dans un contexte géopolitique où l'Afrique a perdu la main pendant 5 voire 6 siècles. Et je trouve que ce n'est pas assez encore dans les universités africaines. Mais il faudrait commencer au bas âge, c'est-à-dire dans les écoles élémentaires. Il faut commencer par là, par les tout petits, en faisant des livres pour enfants, des bandes dessinées, mais il faut aussi que ça entre dans les programmes d'enseignement. En attendant, nous allons donc déjà faire l'ébauche de cette cartographie sommaire du continent, de la préhistoire à l'époque moderne, en passant par l'âge du bronze, l'Antiquité, le Moyen-Âge. Incluant des repères civilisationnels afin que chaque Africain et afrodescendant puisse enfin situer les lieux et périodes importantes de notre histoire. On verra ainsi que le continent africain a généré de très nombreuses civilisations dont les noms nous sont parfois familiers grâce à la mémoire collective. La Nubie, Kush, Méroé, l'Abyssinie, Nok, Ifé, Kama, Monomotapa, le Kanem-Bornou, le royaume de Saba, le Mali, Songhai, Ndongo, Ghana, Congo, etc., etc. Nous sommes en train de nous enfermer dans les drames du passé alors qu'il s'agit d'utiliser l'histoire comme un moteur qui va faire de nous des conquérants. Mais la première conquête que vous devez mener à son terme, c'est la conquête de vous-même. Évidemment, cette tâche est ardue, tant les envahisseurs successifs ont fait un excellent travail de lavage de cerveau pour s'assurer de maintenir l'Afrique à genoux. En France, dans les écoles, on apprenait qu'il y avait une race supérieure qui était la race blanche, la race la plus parfaite, la race blanche. L'histoire nous a enfermés dans des catégories liées à la couleur de la peau. Et donc la pensée blanche est une idéologie politique qui a divisé les êtres humains en races, en établissant qu'il y aurait une race supérieure aux autres. On est quand même des peuples bouleversés depuis des siècles, perdus, à qui on a transmis le mépris de lui-même. Et malgré tout, il existe aujourd'hui un outil extraordinaire qui va complètement changer la donne. Vous avez deviné? Bien sûr, Internet. En effet, grâce au web, il est désormais possible d'accéder à des milliers de documents historiques, archéologiques, anthropologiques qui étaient autrefois inaccessibles au commun des mortels, notamment ici en Afrique. Ensuite, il faut pouvoir croiser toutes ces sources avec les travaux des chercheurs de tous bords, les collections des musées occidentaux qui regorgent d'œuvres d'art et d'artefacts afin de reconstituer les incroyables pièces du puzzle de notre histoire. Le plus important enfin sera de s'abreuver à la source des traditions orales qui ont su préserver, perpétuer et même réinventer la culture de nos ancêtres dans la société dite moderne. C'est donc à cette tâche essentielle que nous allons nous atteler ensemble en gardant à l'esprit tout de même que les origines des peuples sont des questions extrêmement complexes qui explorent les mystères de l'histoire, de l'anthropologie, de la génétique, de la paléontologie, etc. En plus, les faits remontent à très loin. La particularité de la science est d'évoluer sans cesse. De nombreux vestiges sont donc à découvrir et peuvent radicalement remettre en question dès demain toutes les connaissances acquises aujourd'hui en 2024. Si nous n'en parlons pas, vous jeunes, risquez de rester dans la même naïveté qui a permis aux autres pendant des siècles de spolier notre continent. Et le but du jeu est que nous soyons des milliers à travers le continent à mener cette enquête, à trier les informations, à les confirmer ou à les remettre en question. Personnellement, ça me passionne et je trépigne de joie à chaque nouvelle découverte qui m'aide à comprendre un peu plus nos origines, nos traditions. C'est ici qu'a été proclamée en 1236 la première déclaration universelle des droits de l'homme. Certains pensent que l'histoire des Dogons remonte à 10 000 ans avant notre ère. There are many ancient ruins and cities left behind by our ancestors. C'est à cette époque que le grand royaume du Bénin commence à prospérer. Certains surnomment même Méroé le Birmingham de l'Afrique antique. Parfois, on a l'impression que c'est trop compliqué à comprendre. En fait, ce que vous dites, c'est que partout en Afrique, depuis des millénaires, eh bien, on parle les mêmes langues en général, on cultive les mêmes coutumes, les mêmes rites. De ce message de l'unité culturelle africaine que vous avez professé aux côtés du professeur Cheikh Anta Diop. Parce que la seule stratégie de valable, c'est l'unité. Voyez, surtout quand les autres ont affirmé leur volonté de diviser. C'est-à-dire que diviser pour faire main basse, mais main basse sur quoi ?
sur l'art africain, sur les territoires, sur la culture, sur la spiritualité, sur l'économie, sur le monde professionnel, sur l'alimentation, les systèmes d'alimentation, sur la santé, sur l'éducation. C'est-à-dire c'est une prise, vous voyez, totale, ce qu'on appelle une domination totale. Elle devient tellement totale que des fois on ne la voit plus. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter ne reviendra pas pour la raison qu'il n'a jamais existé. Si, elle a existé, Monsieur le Président. Et si vous aviez du respect pour nous, comme vous l'avez dit, vous vous seriez au moins intéressé au travail du docteur Cheikh Anta Diop avant d'arriver à Dakar. Encore un donneur de leçons en déplacement chez les sauvages, chez les incultes, chez ceux qui sont restés dans le berceau. Cela se passait en 2009. Le plus beau peuple du monde, on est venu lui dire un jour qu'il est laid, et il l'a cru. Donc il faut reconstruire tout ça. Le racisme, pour moi, c'est une construction idéologique et surtout une construction politique, je dirais. Parce qu'effectivement, lorsque vous avez besoin d'exploiter des gens, il faut construire leur infériorité. Maintenant, comment faire pour que les générations qui montent gagnent du temps par rapport à notre errance à nous? Nous devons avoir l'intelligence de questionner l'histoire pour grandir ensemble. On verra ainsi que le continent africain a généré de très nombreuses civilisations, de la préhistoire à l'époque moderne, en passant par l'âge du bronze, l'Antiquité, le Moyen-Âge. L'Homo sapiens va vivre en Afrique, se diversifier en Afrique pendant près de 120 000 ans. L'archéologie nous indique donc que les premiers humains se sont durablement établis autour de la région des Grands Lacs, d'où ils ont commencé à sortir il y a environ 70 000 ans. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'ils ont suivi les côtes de l'Afrique de l'Est et du Sud, traversé la mer Rouge vers la péninsule arabique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe et enfin l'Amérique. L'analyse des déplacements de nos ancêtres ne peut se comprendre aisément qu'avec l'utilisation des bons outils. La carte du monde actuellement utilisée en Afrique est eurocentrée, c'est-à-dire qu'elle représente l'Europe au centre du monde, ce qui est tout à fait normal du point de vue européen. Mais vue d'Afrique, elle est complètement tronquée. Outre le fait qu'elle grossit exagérément l'Europe, qu'elle fait paraître 3 fois plus grande qu'elle ne l'est en réalité, elle laisse surtout penser insidieusement que l'Europe est au-dessus de l'Afrique, située comme tous les pays décrétés pauvres dans l'hémisphère sud. En réalité, c'est tout le contraire puisque les cours d'eau, notamment le Nil, qui est le principal cours d'eau d'Afrique et l'un des plus grands du monde, révèlent que venant d'Afrique, nos ancêtres descendaient plutôt vers ce qu'on appelle désormais le nord. C'est pourquoi vous verrez de plus en plus de cartes qui vous semblent à l'envers, comme celle-ci issue de la fondation Turan. Mais ce sont ces cartes en réalité qui ont l'orientation juste, la seule qui permet de comprendre aisément les migrations africaines. Le Nil, dans notre imaginaire, est intimement lié à ce pays où il finit sa course dans cet immense delta de 200 km de large au bord de la Méditerranée. Mais avant cela, le Nil a parcouru un long chemin, a façonné les paysages et les cultures d'un immense territoire. Au lit même du fleuve, il faut ajouter l'ensemble de son bassin versant pour prendre la mesure du géant africain, 3,5 millions de kilomètres carrés qui s'étendent sur 10 pays au total. L'exemple du Nil est plus que pertinent aujourd'hui encore puisque pour désigner le nord du Soudan antique ou le nord de l'Égypte antique, on dit toujours la basse Égypte ou la basse Nubie. Alors que pour désigner le sud antique de ces deux pays, on dira la haute Nubie ou la haute Égypte. Pourquoi? Parce que le Nil est ici la mesure. Or, sa source est localisée dans la fameuse région des Grands Lacs dont je vous parlais tout à l'heure. Scientists today know that the Nile's source is in fact the Burundi Highlands. Si le Nil termine effectivement sa course en Égypte avant de se jeter dans la mer Méditerranée, avant cela, il traverse et alimente une dizaine de pays en Afrique de l'Est. Soudan, Soudan du Sud, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi ou encore Tanzanie. Et donc il a fallu que nos ancêtres descendent de ce Nil, du sud de l'Afrique qui est donc le véritable nord, vers le nord actuel de l'Afrique qui est donc en fait le sud, afin de s'établir le long du fleuve mythique. N'importe quel peuple africain noir aujourd'hui a des liens
culturelle, linguistique, etc., avec la vallée du Nil, avec le Soudan ancien, Kouch, Napata, Meroé. Il s'agit d'un seul et même peuple qui s'est tout simplement dispersé. Certains sont restés en Égypte, d'autres ont immigré au Soudan. Le reste est parti à Méroé. C'est-à-dire nos ancêtres s'orientaient vers le sud. Là où ils puisent les énergies, c'est dans cette direction-là, dans le sud. On va constater que nos ancêtres se sont donc principalement établis aux abords des cours d'eau, ce qui peut expliquer le rôle crucial de cet élément dans les traditions mythologiques africaines. Les noms endogènes de ces lieux sont des indicateurs précieux pour mesurer l'importance de l'eau pour les populations riveraines qui vont la sacraliser et créer autour d'elle une foule de rituels comme nous le verrons dans les prochains épisodes. Allez, je vous donne un petit aperçu. Ici, dans le littoral camerounais, Sa Majesté le professeur Mbondji Djengele, au roi de Boissalo et jusqu'à sa retraite doyen du département d'anthropologie de l'Université de Yaoundé 1, procède en sa qualité de roi prêtre, gardien des traditions, à une bénédiction rituelle. Le fait intéressant ici, c'est qu'une eau consacrée est contenue dans ce panier tissé. Avez-vous remarqué qu'aucune goutte ne s'en échappe? Affaire à suivre. Likez, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes où nous allons explorer ensemble les prémices de la pensée symbolique qui a sous-tendu l'émergence des premières civilisations et donné naissance au corpus africain des mathématiques, de l'écriture, de la médecine, de la spiritualité. C'est l'eau comme principe des commencements, principe des origines, principe originel. Nous verrons d'ailleurs que la sédentarisation a nécessité au préalable la maîtrise des phénomènes astraux indispensable pour anticiper les mouvements de la nature. C'est ainsi que sera érigé le plus ancien observatoire astronomique du monde il y a plus de 75 000 ans, en Afrique australe. Ici, vous avez l'article du journal Le Monde paru en 2002 qui reconnaît que le berceau de la pensée scientifique, c'est l'Afrique du Sud. Et donc, en fait, c'est l'exploitation de l'or en Afrique du Sud qui a en grande partie permis la découverte de tous ces fossiles qui sont très précieux. Et surtout, quelque chose d'assez impressionnant, près du tiers des langues mondiales se trouvent en Afrique. Le tiers. Et que la diversité linguistique diminue à l'extérieur donc de l'Afrique, finalement. La couleur de la peau, c'est juste une apparence, qui ne devient race que par l'action de la conscience humaine. Une fois que l'on a pris conscience de la fourberie qui a caractérisé la relation entre le Nord et l'Afrique, on se rend compte à quel point il est urgent de penser à concevoir notre propre modèle, sans complexe. À part quelques poètes, l'Afrique n'insiste jamais sur l'excellence, sur la beauté, sur le merveilleux, alors que c'est un continent qui est presque gâté à tous les points de vue. On a une conscience, plutôt une mauvaise conscience de nous-mêmes, conscience du malheur, conscience qu'on ne peut rien, conscience que c'est trop dur, conscience qu'on n'arrive pas à nous organiser, alors que sur l'ensemble du continent africain, autrefois, partout, il y avait que de grands empires, des grands royaumes, partout, même en pleine forêt équatoriale. Avec ce premier voyage, on peut déjà mesurer le très long chemin parcouru par nos ancêtres depuis les origines sur le continent il y a plus de 300 000 ans, et réaliser que les moments difficiles que vit l'Afrique depuis environ 1300 ans ne sont que des détails au regard de notre longévité, de notre richesse, de notre force et surtout de notre lumière qu'on ne cesse malgré tout de partager avec le monde. On my block, try to knock me down, but I come up on top. Yeah, they wanna see me flop, got a plot, want a lot, I won't stop, on my pops. Nous verrons ensemble que les mystères de nos traditions, leurs significations, leurs interprétations diverses et leurs variantes sur le continent et dans la diaspora trouvent en réalité leurs explications les plus lointaines dans ce plongeon vers le passé. En ce sens, la connaissance de nos langues est indispensable pour appréhender notre monde dans son contexte, comme le préconise l'historien Joseph Kizerbo. Parce que les interprétations étrangères, même de bonne foi, peuvent complètement dénaturer un concept, une tradition. Alors en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur toutes les plateformes digitales et surtout essayez donc d'apprendre au moins une langue africaine, même un mot par jour est déjà un bon début parce que nos ancêtres ont tout consigné dans les langues qui véhiculent nos traditions. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Masoma, Matondo,
mais somme. À bientôt sur Info. Depuis la vallée de l'Omo en Éthiopie, les premiers humains auraient migré vers l'Afrique du Sud où ils sont devenus les ancêtres des San ou Khoisan. Trevor Noah nous fait ici une majestueuse démonstration de la langue aklik qui serait donc parmi les plus anciennes du monde. There's the three clicks. There's the X, which is the, and then there's the Q, and then there's the C, which is. Les colonisateurs de chez nous en Afrique du Sud appellent cette chanson click song parce que eux, ils ne savent pas dire où on doit.